Salut madame. Ouais, j'étais à la technique pour toi. Ça pourquoi tu peux voyager pour faire quoi? On start la machine basket là? On va se laver les mains. Ah, d'avance. Bonjour d'avance. Attendez. Ah, juste ça. C'est pas ça. Bon, pas de problème. Vous allez être assis là-bas, les juges. Vous avez quelque chose à boire avant de commencer ou Un petit breuvage. On a du vin, de la bière, de l'eau, du jus. C'est bon. Ouais, mangue, orange, c'est bon. J'ai des amis qui se ouais, ben c'est ça, on ne pas trop. Non, c'est ça.
Ah oui, ok. Allô? Attends un peu, il s'attend à ce que je fais. Ben, moi, j'aime pas ça, parler. Ah oui, ah oui. Ben, ça va être. Un, deux. Donc, est-ce que je fais des gens? Fait que tu vas être juge remplacé. Alors, Je vais changer de place. je vous inviterai à prendre place pour que nous puissions lancer dès que possible l'événement, la première édition des 180 secondes. Alors, pendant que les gens prennent place tranquillement, je vais me présenter, Louis Bernier. Je suis co-directeur du Centre d'études de la forêt et on m'a demandé d'être l'animateur de la première édition de 180 pour ma thèse en 180 secondes. Alors, première édition, évidemment, CFIEM, parce que cet exercice existe déjà dans le monde. Vous avez d'ailleurs peut-être vu des vidéos là-dessus, de concours qui ont été faits à différents endroits. Moi, j'en ai regardé quelques-unes et j'ai trouvé ça fabuleux, mais je suis sûr que ces vidéos vont probablement pas à lire en comparaison de ce qu'on va entendre aujourd'hui. Alors, donc, avant d'appeler les braves qui ont présenté leur candidature pour cette première édition, j'aimerais vous présenter les juges qui vont faire office aujourd'hui. Alors, juste avant ça, je voulais juste mentionner quelque chose. En tant qu'animateur, je m'étais donné deux défis. D'une part, de pouvoir imiter Fred Savard, un des animateurs de l'émission La soirée est encore jeune, donc j'aime beaucoup les réparties et le rythme, mais j'ai réalisé que j'en aurais pour des semaines de pratique, alors j'ai laissé tomber cet objectif. L'autre objectif est évidemment d'arriver à présenter les candidats en moins de 3 minutes. Parce que le contraire, c'est un peu gênant. Alors, mais avant tout, j'aimerais vous présenter les juges. Alors, tout d'abord, elle est professeure d'écologie forestière, elle mène des recherches en biogéochimie et écologie des écosystèmes forestiers. C'est également une personne qui voyage beaucoup dans le monde en utilisant comme prétexte l'école d'été internationale sur les traits du CEF. Alors, école d'été, donc, il l'a amené dans des endroits exotiques comme le Mont-Saint-Hilaire au Québec, le sud de la France et la Colombie. Donc, Alison Monson, qui est notre juge. Deuxième juge, c'est un spécialiste de l'ornithologie. Vous l'avez déjà tous reconnu. Et de la controverse. Ah, tu me voles mes mots. C'était plus tard. Également spécialiste du comportement animal. Et ici, j'en crois sa page web, spécialiste de la foresterie. C'est écrit dans sa page web. Il est également directeur des programmes de 2e et 3e cycle en sciences forestières et blogueur intempestif ou impénitent, je ne sais pas trop, mais blogueur qui aime donc semer un peu partout la controverse, donc André Desrochers. Tout un peu trop, finalement. Troisième juge, il est un spécialiste de l'agroforesterie. Alors là, vous l'avez sûrement reconnu. Également spécialiste de la génétique des symbioses végétales, de différents microbes également, instigateur d'un grand projet de formation dans les pays du bassin du Congo. Il détient probablement le record du nombre de points héros blancs de tout le personnel de la faculté, puisqu'il n'a pas le don d'utilité de prendre parfois l'avion. Alors, j'avance qu'à ça. Et nous aurons également, parce qu'un des juges aurait été en conflit d'intérêt à l'endroit d'un des candidats, donc nous avons un juge suppléant qui, sous des airs parfois sévères, Cœur tendre. et justement, comme le dit André, un cœur tendre,
spécialiste des systèmes d'information géographique et de la programmation. D'ailleurs, c'est le webmestre du CEF, celui qui vous rappelle à tous les membres de faire votre page web. Et j'ai constaté moi-même en me préparant, parce que je me suis préparé, que certains d'entre vous n'ont pas encore fait leur page web. Donc, notre juge suppléant, Pierre Racine, maître du chronomètre, André Gagné, un autre de nos professionnels du CEF, qui donc sera l'homme de fer de la journée. Sans pitié. On m'a dit de bien mentionner aux participants que lorsque sonneront les 3 minutes, vous avez le choix. Vous pouvez soit continuer, mais vous êtes disqualifié, ou vous pouvez vous arrêter. Votre histoire ne sera peut-être pas complètement terminée, mais au moins vous serez toujours en compétition. Alors, voilà. Pour le bénéfice de l'Assemblée, alors, je vais simplement vous mentionner que les juges vont évaluer les présentations sur 3 critères généraux, soit l'effort de vulgarisation, l'enthousiasme non seulement de la personne qui présente, mais l'enthousiasme que cela aura généré auprès du public. Donc, le public, je vous invite évidemment à manifester votre enthousiasme. Vous avez le droit d'essayer d'influencer les juges, c'est tout à fait de bonne guerre. Je vous disais, c'est la première fois alors qu'on l'organise et je pense, encore là, je pense qu'il faut déjà, je dirais, je cherche mon mot, c'est là qu'on voit que je ne suis pas praticable, déjà rétribuer donc nos valeureux guerriers de la première édition. Donc, lorsqu'ils auront terminé ou lorsqu'André aura fait tomber le coup près, je vous invite à réagir. Troisième élément, donc, de pointage, la communication. Je pense que j'ai fait pas mal de tours, presque complètement. Je ne voudrais surtout pas oublier que la coordonnatrice du Pôle Québec, Natacha Fontaine, était, je dirais, la bougie d'allumage et la dynamo incessante de cette activité. Alors, merci beaucoup, Natacha, d'avoir lancé la chose et d'avoir envoyé quelques rappels aussi aux gens pour susciter les vocations. Alors, donc, notre système informatique a procédé à un tirage au sort, évidemment en respectant toutes les consignes du tirage. Et notre premier présentateur aujourd'hui est un étudiant à la maîtrise sous la direction du professeur Louis Bélanger. Alors, il s'agit de Jonathan Lallier. Jonathan nous vient du baccalauréat intégré en environnement naturel et aménagé. Et il va nous parler de son travail concernant la vision Innu de l'aménagement intégré des forêts sur le Mistassina de Plessamit. Et il va nous lancer une petite question en apparence anodine. Est-ce que c'est possible d'arriver à cette vision avec l'aménagement écosystémique? Alors, je m'arrête là et le chronomètre est lancé. Et je te remets le micro. Quand tu parles, on attend. La question des droits et revendications autochtones en contexte territorial et en contexte constitutionnel est très d'actualité. Il y a eu des récents jugements de Cour suprême et de Cour supérieure qui ont confirmé l'obligation de consulter et d'accommoder les communautés autochtones partout au Canada. C'est même que Cour ont aussi affirmé que les gouvernements devaient négocier de bonne foi des ententes avec les communautés autochtones, et ça dans un rapport constitutionnel. Plessamit, qui est une communauté Innu située sur la côte nord, possède un attachement culturel fort à son Nitassinan. Nitassinan représenté ici sur la diapositive. Nitassinan qui représente territoire ancestral. Sur le territoire ancestral, les Inuits pratiquent leur l'Inuaitum. L'Inuaitum représente le mode de vie Innu. Le mode de vie Innu, c'est-à-dire la chasse, la pêche, la trappe, la cueillette, mais aussi les moments en famille, les camps familiaux, la saison, la 5e saison qu'on ne connaît pas dans notre culture occidentale.
D'un autre côté, on a l'aménagement écosystémique qui est arrivé au Québec avec la loi sur l'aménagement durable des forêts et du territoire forestier, pardonnez-moi, qui est un concept qui commence à être très documenté. Beaucoup d'études parmi vous autres, certains étudient ce concept-là pour arriver aux objectifs, c'est-à-dire de diminuer l'écart entre la forêt naturelle et la forêt aménagée et d'assurer la biodiversité sur le territoire forestier. La prémisse sur laquelle on travaille, c'est que l'aménagement écosystémique est un concept d'aménagement forestier qui permet d'assurer la biodiversité et la conservation de la diminution des écarts entre la forêt naturelle et aménagée, ce qui pourrait, selon notre hypothèse, s'arrimer avec une vision Innu. La vision Innu de Pessamit, il faut la savoir. Premièrement, ce qui a été fait, c'est qu'on a mis des tables de travail pour être capable de déterminer des enjeux relatifs à l'Inuktitut. L'Inuktitut, qui, je vous rappelle, est le mode de vie ancestral. En ayant des enjeux du côté écosystémique, en ayant des enjeux du côté Innu, on est capable de déterminer, faire des listes d'enjeux. Ces listes d'enjeux-là avec pour objectif de voir à quel point on est capable de créer une vision commune. Une vision commune entre la vision québécoise et la vision Innu de Pessamit. Ce qu'on arrive, c'est à se dire finalement, est-ce qu'on est capable de coopérer ensemble au lieu de tirer chacun de son bord? Est-ce qu'on est capable de converger, de voir où on est capable de développer un langage commun? Le meilleur exemple, la question du caribou. D'un bord, on veut protéger le caribou pour une question de biodiversité, de l'autre pour une question culturelle. L'objectif est le même, le conserver. La raison différente, c'est pas grave. Donc voilà, l'arrimage des deux visions. Est-ce que c'est possible? Selon les conclusions préliminaires, oui. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. À 2 secondes près. J'avais d'ailleurs oublié de mentionner une petite chose lorsque j'ai présenté Jonathan. Oui. Oh, c'est vrai, parce que je passe à la télé, au réseau CEF-TV, qui est disponible. Pas encore. Pas encore. Il sera disponible bientôt, mais je veux dire, Surtout vos écrans. vous n'avez pas à demander à votre fournisseur de services télévisuels un abonnement particulier. C'est très facile d'y aller. Si vous ne savez pas comment, allez voir Pierre. Il sera un plaisir de vous renseigner. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais oublié de mentionner que Jonathan, pour ceux qui ne le savent pas, est votre représentant étudiant au Pôle Québec du CEF. Alors, merci Jonathan de montrer l'exemple, justement, et de t'être lancé dans cette aventure à la fois comme représentant et pour aujourd'hui. Nous allons maintenant accueillir notre deuxième concurrente dans ce cas-ci. Elle est postdoctorante dans l'équipe de John McKay. Elle est, je crois, parce que la page web n'est pas encore là, mais si je me souviens de nos conversations, je crois qu'elle est diplômée en biologie de l'Université Laval, doctorat. Alors, et elle va nous parler d'un sujet totalement différent qui a trait à l'évolution des mécanismes de défense contre la torbuse des bourgeons de l'épinette. Alors, je passe la parole et le micro à Geneviève Parard. Lorsque vous constatez à la sortie d'un champ, sur vos bras, vos jambes, des cloques ou encore des plaques, sachez que l'on vous a attaqué. On vous a peut-être même lacéré ou encore injecté un mélange de composés chimiques. C'est connu, les plantes utilisent différents moyens, mécaniques ou chimiques, pour se défendre contre les animaux et limiter les ravages de ceux-ci. Ces défenses leur permettent d'avoir les avantages évolutivement. En effet, leur valeur adaptative, soit leur capacité à se reproduire, s'accroît lorsqu'ils possèdent de telles défenses. Dans le cadre de mon stage postdoctoral, je me suis intéressée à un mécanisme de défense chimique qui est utilisé par certaines épinettes blanches. Le mécanisme est décrit au centre de la diapositive. Le cœur de ce mécanisme-là a été découvert par une équipe de recherche dont je fais partie. Il s'agit d'une enzyme, soit une protéine capable de transformer des composés chimiques, que l'on a baptisé la PGβ-1, qui est capable de transformer la psyne et la pungéline en picéol et pungénol, soit deux composés toxiques, les deux derniers, pour la tordeuse des bourgeons d'épinette. Pour ceux qui ne connaissent pas la tordeuse,
C'est un papillon qui fait des ravages à son stade de chenille, qui dévore les aiguilles de différents conifères, soit les épinettes et les arbres. Par la suite, je me suis intéressée à un mécanisme, ou du moins à l'évolution de ce mécanisme-là, sous 2 niveaux. Le premier, c'est avec des espèces, puis le deuxième, c'est avec des populations. Avec les espèces, j'ai tenté de voir l'âge du mécanisme, ça veut dire depuis quand il était apparu. J'ai comparé la séquence du gène, soit un peu le manuel d'instruction pour produire la protéine, ainsi que l'abondance des composés phénoliques, soit les composés qui sont toxiques pour la tordeuse, au niveau de différentes espèces de conifères qui étaient attaquées par la tordeuse, pour me rendre compte en fait que l'épinette noire possédait aussi un gène intact qui codait pour la PG-bêta-glu1 et du pégénol qui est aussi toxique pour la tordeuse. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le mécanisme est probablement apparu avant l'apparition de ces 2 espèces-là, soit il y a au moins 10 millions d'années. D'un autre côté, j'ai voulu voir l'effet des forces évolutives actuelles à l'aide de populations d'épinettes blanches. Donc, ce que je me suis rendu compte, les résultats sont très probants, c'est que les populations les plus au nord, dans les populations les plus au nord, les arbres résistants sont beaucoup plus fréquents qu'au sud. Une des hypothèses, une des explications plausibles pour ce phénomène-là, ce serait que la pression de sélection exercée par la tordeuse soit beaucoup plus importante au nord, puis que les arbres résistants aient une meilleure valeur adaptative ou seraient capables de plus s'y reproduire au nord. L'ensemble de ces résultats-là va permettre de mieux comprendre en fait la lutte aux armements qui a lieu chez l'épinette blanche, mais aussi de mieux sélectionner nos arbres pour le reboisement. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'écoute parler nos présentateurs et j'ai ce réflexe de dire la personne va expliquer ceci plus en détail dans la prochaine diapo. Il n'y a pas de prochaine diapo, alors c'est un défi que de faire ça sur une seule diapo. Alors, maintenant, j'inviterai, c'est vrai, je fais toujours, j'inviterai donc Pierre-Racine à prendre place au banc des juges. Ah, je veux rester là parce que un de nos juges sera maintenant en conflit d'intérêt puisque notre prochain présentateur est Toshinori Kawaguchi. Alors, tantôt, un peu plus tôt, je taquinais d'une des collègues du CEF en disant qu'il voyageait beaucoup à l'extérieur du Québec. Dans le cas présent, nous avons quelqu'un qui a quitté son Japon natal pour venir faire son doctorat ici à l'Université Laval. Doctorat qui porte sur donc sur la dynamique spatio-temporelle des mammifères hivernants en sapinière boréale. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre prochain présentateur. Merci beaucoup pour l'invitation. L'énergie est essentielle à survie de tous les organismes. Donc, maintenant, nous mangeons de la nourriture. Pour l'espèce prédatrice, pour gagner l'énergie, il faut qu'elle chasse des proies. Pour chasser, l'espèce prédatrice doit être associée spécialement avec des proies. Empiriquement, on a trouvé qu'une prédatrice, lynx, était associée spécialement avec le lièvre. Mais est-ce qu'une espèce prédatrice est toujours associée avec une même espèce de proie? Cette question posée parce que plusieurs espèces existantes dans un écosystème boréal et d'où l'abondance varie beaucoup. Par exemple, la forêt boréale inclut plusieurs espèces mammifères comme le lynx, le renard, la martre, le lièvre et l'écureuil. Dans cette situation, le lynx, le martre, le renard sont des prédateurs pour le lièvre. Mais la martre peut sélectionner l'écureuil comme la proie alternative.
dans cette situation, si l'abondance de la compétition augmente, la compétition devient plus intensive, probablement que pour le marque, c'est pas efficace pour continuer de chasser le lièvre, mais c'est une bonne stratégie de changer la loi. Pour répondre à ces questions, je vais évaluer la dynamique de relation spéciale entre 5 espèces. Plus spécifiquement, j'ai examiné si l'augmentation de l'abondance des compétiteurs diminue l'association des spéciales entre la marque et le lièvre. Finalement, ces projets visent à approfondir notre connaissance de comportement stratégique. C'est terminé. Merci beaucoup, Toshinori. Alors, d'une part, tu as très bien respecté le temps et d'autre part, faire une présentation dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Alors, chapeau. D'ailleurs, je voudrais mentionner que nous sommes en pourparlers avec l'Université de la préfecture de Kyoto pour refaire l'événement l'année prochaine, mais en japonais cette fois. Alors, préparez-vous. Alors, ben, nous continuons dans le volet plus international de nos présentateurs, puisque notre prochaine candidate vient du Pérou. Il s'agit de Georgina Renée Rodriguez-Baca, étudiante sous la direction du collègue Frédéric Rollier et la co-direction d'Alain Leduc, qui est à l'UQAM. Georgina est étudiante au doctorat et va nous parler donc de son sujet, de gérer les risques associés au feu dans le cadre de la possibilité forestière. Alors, Georgina, je t'invite à passer de ce côté-ci pour qu'on puisse te suivre sur CEF-TV. Et je te passe le micro avant de m'étouffer. J'aimerais parler juste sans le micro, comme ça je me débrouille. Non. C'est parce qu'on ne t'entendra pas sur CEF-TV si tu n'as pas de micro. Ah oui, CEF-TV? Ok, c'est bon. C'est une présentation qui laisse des traces. C'est bon, vas-y. Ok. Donc bonjour, je vais vous présenter le sujet de mon recherche de doctorat, qu'il s'agit de la gestion des risques liés au feu dans le cadre de la possibilité forestière. Donc au Québec, on est obligé, la loi sur la forêt oblige à respecter la possibilité forestière. Donc, où le forestier en chef a la responsabilité de déterminer la possibilité forestière. Mais de quoi s'agit la possibilité forestière? C'est quoi ça? Donc, la possibilité forestière, c'est le volume maximum à couper annuellement. Donc, ça pourrait être par strate, par essence ou par groupe d'essence. Donc, et comment est-ce qu'on fait ce calcul? Ce calcul, on le fait en utilisant l'optimisation. Donc, l'optimisation, c'est une approche mathématique c'est une approche mathématique qui nous aide à définir une stratégie d'aménagement en tenant compte des objectifs et des contraintes. Alors, le résultat de l'optimisation, ça va être un calendrier de récolte et ça va être déterministe et en respectant un rendement soutenu. Donc, ça veut dire que chaque année, soit ou par période de 5 ans, parce que c'est tout au long d'un horizon de 150 ans, 30 périodes. Et donc, on va couper le même montant tout le temps. Donc, là, on se rend compte qu'il s'agit d'un résultat déterministe. Donc, on prévoit le futur comme un sujet certain, mais le futur, ce n'est pas certain, le futur, c'est incertain. Donc, en plus, si on aimerait tenir en compte la perturbation naturelle, que c'est un effet aléatoire, qu'on va ajouter dans notre calcul à travers de la simulation. Donc, alors, au lieu d'avoir un montant déterministe, on va avoir des variabilités dans la coupe à cause de la variété du régime de feu. En plus, si les changements climatiques disent que ça va être de pire en pire, donc ça veut dire qu'on va être en phase de régime forestier, en phase d'un régime de feu
sévère et moyennement sévère. On montre la ligne bleue et verte. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Quelles sortes de risques de mitigation? Quelle mitigation? Qu'est-ce qu'on peut faire en face de ça? Parce que c'est la nature. Alors, on a dit, OK, si on tient compte, si on réduit la possibilité forestière, ça veut dire si au lieu de couper 3 millions par année ou par période, on dit on va couper juste 2 millions parce que c'est plus réaliste, parce que le feu va passer, il va enlever la forêt, et donc c'est fini. Notre calcul, c'est pas comme ça. Alors, OK, on a réduit. Combien est-ce qu'il faut réduire la possibilité pour faire face à un régime de feu sévère et moyen sévère? Pour le sévère, c'est 40. Merci beaucoup, Georgina. C'est pas facile hein, de s'arrêter sur un sujet qui nous est vraiment très cher. Et moi, je vais arrêter de me déplacer parce que Pierre va vraiment me gronder. Alors, ça va bien. Ça va bien. Nous arrivons déjà à notre 5e présentation. Par quelqu'un qui, encore une fois, a quitté son coin de pays, en l'occurrence le sud de la France. Elle a quitté le doux climat de Montpellier pour venir, je ne dirais pas dans les froides steppes du Québec, un peu exagéré, mais donc pour venir travailler à l'Université Laval. Dans ce cas-ci, je ne m'étendrai pas trop sur le directeur puisque je suis son directeur. Donc notre prochaine présentatrice, c'est Martha Nig, qui travaille sur le dimorphisme chez les champignons responsables de la maladie hollandaise de l'orme et qui va nous démontrer ou nous démonter, c'est selon, une histoire. Bonjour à tous. J'imagine que vous avez remarqué que les beaux ormes qui ornaient les villes ont tendance à disparaître et vous aurez observé un phénotype typique d'une maladie en regardant les feuilles qui deviennent jaunâtres et qui finissent par se flétrer. Et c'est dû à la maladie hollandaise de l'orme qui est causée par un champignon microscopique du genre Ophiostoma qui envahit tous les vaisseaux conducteurs de sève, donc d'éléments nutritifs, et qui va entraîner la mort des tissus végétaux. Donc, si on regarde à l'intérieur d'un orme malade et si on regarde dans ces vaisseaux, on peut retrouver deux formes du champignon. Donc, on a d'abord une forme mycélienne qui implique la formation d'ifs, et les ifs vont avoir la capacité de passer d'un vaisseau à un autre à travers des ponctuations. Donc, on a des vaisseaux et des petites ponctuations, et ça va permettre aux champignons donc d'être dans ce qu'on appelle la phase d'invasion active, puisque les ifs vont passer du vaisseau qui est initialement infecté au vaisseau adjacent, donc permettre vraiment la répartition radiale du champignon. Ensuite, on va avoir la deuxième forme, qui est une forme unicellulaire, qui est appelée les levures, qui permet la colonisation passive, puisque les petites levures se font emporter dans les flux de sève et vont se retrouver rapidement autant dans les parties aériennes que dans les parties racinaires. Et ces deux formes, la présence de ces deux formes est due à la capacité du champignon de passer de l'une à l'autre de manière réversible. Et c'est ce qu'on appelle le dimorphisme. Et le dimorphisme est très souvent mis en relation directe avec le pouvoir pathogène du champignon, donc sa capacité à induire une maladie, puisqu'on considère que c'est un avantage pour le champignon d'avoir les deux formes, puisque ça lui permet de coloniser de manière complète et rapide tout l'arbre. Mais le lien a été quand même très peu étudié et très peu démontré. Donc dans ce contexte-là, au cours de mon doctorat, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser essentiellement à la régulation moléculaire qui permet la transition entre une phase et l'autre. Et à partir de cette régulation-là, je vais essayer de cibler des molécules qui vont me permettre de produire des souches de champignons qui vont être incapables de passer de l'une à l'autre forme. Et à partir de ces souches-là, je vais aller regarder si sur un arbre, elles vont induire le même phénotype de maladie que des souches qui peuvent passer encore d'une à l'autre forme. Et si, ou bien si le fait que la transition soit bloquée, ça va faire que le champignon finalement ne pourra plus induire sa maladie. Et donc, ça pourra nous permettre de conclure une bonne fois pour toutes sur le lien entre le dimorphisme et la pathogénie. Et on pourra donc avancer ou pas que le dimorphisme est un élément à prendre en compte quand on veut contrôler la maladie qui est quand même responsable d'une épidémie à l'échelle de l'hémisphère nord depuis au moins 40 ans. Donc, merci de votre attention.
Merci. Alors, nous avions, la séance avait commencé avec un étudiant à la maîtrise, elle s'est terminée avec un autre étudiant à la maîtrise. Alors, dans ce cas-ci, c'est un autre étudiant sous ma direction, et donc je n'ai pas eu à tordre des bras. Donc, il s'agit cette fois-ci de Jean-François Bourdon, bachelier en aménagement et environnement forestier de l'université. Quelqu'un qui, je ne sais pas s'il a l'habitude des présentations de 3 minutes, mais c'est quelqu'un qui est passé déjà beaucoup plus souvent à la télévision que son directeur. Évidemment, pour parler d'un sujet, évidemment, tous les sujets sont intéressants, mais dans ce cas-ci, le sujet est également très comestible également. Et Jean-François a un titre assez provocateur, je dirais, pour un aspirant chercheur. Cessons de chercher la morille de feu, trouvons-la. Alors, Jean-François, je te laisse la parole. Donc, bonsoir à tous. La morille est un champignon qui est très très recherché en gastronomie. Bien souvent, le prix qu'on peut retrouver au détail, ça va dépasser les 100 $ du kilo frais. La morille, généralement, on va la retrouver un peu partout, en fait, sur Terre. On va la retrouver tant en Australie qu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, soit en Russie, France, bref, vraiment partout. Mais bien souvent, ce sont des quantités qui vont être assez faibles. Toutefois, lorsqu'il y a des feux de forêt, particulièrement en forêt boréale, on peut en trouver vraiment des quantités qui sont de loin supérieures à ce qu'on va trouver en forêt naturelle. Chaque année, particulièrement au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, en Alaska, donc loin de l'ouest de l'Amérique du Nord, on va retrouver des hordes en fait, de cueilleurs qui vont se jeter dans ces feux-là pour cueillir, avec l'espoir très, très fondé de faire des centaines de dollars par jour. Pourtant, au Québec, on ne retrouve pas ce phénomène-là. Pourquoi? Ben, parce qu'entre autres, une des raisons, c'est qu'au Québec, on passe beaucoup plus de temps à la chercher qu'à la trouver. Donc, avec mon projet de recherche, ce que je cherche à faire, c'est de renverser cette tendance-là en utilisant l'imagerie satellitaire. Donc, mon procédé est assez simple. Ce que je fais, c'est que j'utilise une image qui est avant le feu et une image qui est après le feu, pour laquelle donc, je vais utiliser non pas les couleurs rouge, vert et bleu qu'on voit normalement, mais plutôt les bandes dans l'infrarouge qu'un satellite peut voir. Donc, ce que je vais faire, c'est un calcul dessus qui s'appelle le NBR, qui est le Normalized Burn Ratio, pour me donner une idée de ce à quoi ressemblait la végétation avant le feu et après le feu. Le vert indiquant une végétation qui est en très bonne santé et le rouge, une végétation plutôt mal en point, voire brûlée. Une fois que ça est fait, je vais donc finalement faire la différence entre mes deux images pour obtenir ce qu'on appelle le DNBR, donc le Difference Normalized Burn Ratio. Ensuite, je suis allé sur le terrain, j'ai référencé plus de 5000 morilles pour me donner une bonne idée du secteur où on retrouvait davantage ces morilles-là. Donc, ultimement, ce que je veux faire, c'est pouvoir identifier des secteurs qui auraient un meilleur potentiel de cueillette qu'un autre. Donc, c'est ce que je vais représenter ici avec, par exemple, une morille qu'on retrouve ici parce que c'est plus rouge, donc parce qu'on a davantage de chances de le retrouver à cet endroit qu'à côté. Et je peux vous dire qu'il y a un très gros potentiel au Québec quand même, puisque en 3 semaines, on a pu cueillir 200 kilos sur à peine 20 hectares et qu'au Québec, cette année-là, il y avait brûlé pour plus de 2 millions d'hectares. Merci beaucoup. Alors, merci Jean-François. Alors, ceci clôt la partie des présentations. J'aimerais remercier chaleureusement les 6 personnes qui ont présenté aujourd'hui. Avant d'applaudir, à chaque année au colloque du CEF, j'aime toujours dire que je suis toujours impressionné par la diversité des sujets qui sont présentés par nos étudiants. Et aujourd'hui, je dirais, je retrouve cette diversité dans un sous-échantillon, en fait, très petit, 6 personnes, et vous avez pu voir l'ampleur et la palette de projets. Par ailleurs, comme moi, j'ai été très impressionné par tout le monde et la façon dont vous avez géré vos 3 minutes. Alors ça, c'était vraiment bien. Ce que je vous propose, c'est de laisser les juges délibérer ou terminer leur grille. Ça va être compilé. Pendant la compilation,
le grand public peut aller trinquer, échanger, manger un peu. Lorsque Natacha aura terminé la compilation, eh bien, nous ferons l'annonce donc du ou de la gagnante. Mais avant d'aller dans la nourriture, je vous inviterai à donner une bonne main d'applaudissements donc à l'ensemble de nous. Et j'espère que ce n'est qu'une première pour ce genre d'exercice.